Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement du Bénin a entrepris de doter le pays d'une loi pour protéger la femme. Dans ce cadre, un avant-projet de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme a été présenté aux députés ce jeudi 23 septembre 2021 au Palais des Congrès à Cotonou. À suivre dans ce journal les impressions de quelques citoyens béninois. Le Bénin a reçu 4800 doses du vaccin AstraZeneca ce dimanche 26 septembre 2021 à l'aéroport Cardinal Bernardin d'Antilles de Cotonou. Les détails dans cette édition. Les écureuils juniors dames se sont inclinés face aux Lions de l'Atlas du Maroc ce week-end au stade Charles de Gaulle de Porto Novo en match aller du second tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans Costa Rica 2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement du Bénin a entrepris de doter le pays d'une loi pour protéger la femme. Dans ce cadre, un avant-projet de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de la protection de la femme a été présenté aux députés ce jeudi 23 septembre 2021 au Palais des Congrès à Cotonou. L'objectif poursuivi est principalement le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes. À cet effet, une équipe de la rédaction a fait un tour dans la ville de Cotonou afin de recueillir leurs impressions sur le sujet. Suivez plutôt. L'harcèlement sexuel est condamnable. En tant que citoyen, c'est un truc que je condamne et fermement. Je dis merci à Dieu que mon pays, le Bénin, puisse penser à une loi qui peut punir. Parce que j'apprends que ces femmes qu'on harcèle, on n'harcèle pas que la femme, on harcèle l'homme aussi. Est-ce que cette loi-là va concerner les deux sexes ou bien un seul sexe? C'est une question. Je crois que c'est un très bon projet qui pourra venir porter une aide aux filles, surtout les filles, les femmes qui sont harcelées dans les domaines dans lesquels elles se trouvent. Parce que ce sont des situations qui amènent les femmes à abandonner certains de leurs rêves. Parce qu'elles ne savent pas à qui parler, elles ne savent pas à qui se confier. Donc je crois que cette loi va beaucoup nous aider quand même. Selon moi, l'harcèlement sexuel, c'est pas trop une bonne chose, toi. Ça agit sur la mentalité de la personne, en fait. Surtout quand ça devient trop persistant. Ça agit sur la mentalité de la vie. Harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui n'avantage pas les enfants d'ailleurs.
parce que ça ne va pas les permettre de se concentrer sur les études. Et aussi, ça va agir sur leur avenir, tout et tout, surtout leur virginité. Parce que ça, là, ça compte beaucoup. Ce genre de loi-là, ça existe déjà dans le pays. Maintenant, s'ils veulent nous ramener ces lois à l'exécution, alors moi, je suis preneur. Parce que l'harcèlement sexuel-là, vraiment, ça existe dans toutes nos administrations. Dans les écoles, dans les universités, même dans les bureaux, ça existe partout, hein, partout, même chez lui à la présidence. Ça se pratique. Et c'est tout comme si une loi du plus fort sur le plus faible. Si tu ne me donnes pas, tu n'auras pas telle place. On harcèle la femme et on la force parce qu'on veut lui trouver un poste juteux là et certaines femmes aussi tombent naïvement dedans. Mais d'autres résistent et sont prêtes à tout. Le harcèlement sexuel, c'est une maladie incurable qui existe dans toutes les sociétés humaines. La loi a été votée par la France sous la Troisième République, au temps de De Gaulle. Mais ici aussi, en 1958, cette loi a été votée, disons 59, par la toute première Assemblée nationale du Dahomey, présidée par le feu Thometin Justin Aromadegbe, paix à son âme. Réactualisée au temps de la Révolution par l'Assemblée nationale révolutionnaire, présidée par Adjo Bokoyans à l'époque. Mais si on me dit que les députés se sont entretenus avec le président de la République, c'est une bonne chose, c'est entre eux. Mais quand on me dit qu'ils veulent voter, non. Ils doivent dire la vérité au peuple. Réactualisation de cette loi et apporter des amendements pour être plus sévère. Le Bénin a reçu 4800 doses du vaccin AstraZeneca ce dimanche 26 septembre 2021 à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ce lot est offert par le gouvernement français à travers l'initiative COVAX. Le Bénin va désormais combler son déficit de vaccins avec 4800 doses du vaccin AstraZeneca Vaxzevria réceptionné à Cotonou ce dimanche 26 septembre 2021. Ce lot de vaccins permettra de satisfaire les demandes de seconde dose en attente et diversifier l'offre vaccinale dans les centres de vaccination. Les populations cibles ont désormais le choix entre les vaccins Coronavac, Johnson & Johnson, Pfizer et Vaxzevria de la firme AstraZeneca. La stratégie de prévention de la COVID-19 se renforce ainsi de jour en jour au Bénin. L'apatridie est un état de non-existence de l'individu car n'étant lié à aucun état et dépourvu de droits. Mais les conditions de cet état sont banales et les circonstances varient parfois à l'insu de l'individu. Jonas Djepro, un auditeur du 3e cours francophone sur la lutte contre l'apatridie, a rappelé ces risques au cours de l'atelier de plaidoyer organisé à l'intention des journalistes à la Maison des médias Thomas Meillansan le jeudi 23 septembre dernier. Que l'on prenne les dispositions requises pour que le risque d'apatridie soit anéanti au Bénin. Et sont en risque d'apatridie les personnes dépourvues d'enregistrement de naissance, les personnes sans documentation. Et le Bénin est en train de faire un grand travail de ce point de vue avec le RAVIP pour documenter tous ces citoyens. C'est très important parce qu'une personne qui n'a pas de documentation, et c'est cette documentation qui fait le rattachement à la nationalité, c'est votre acte de naissance qui dit par exemple que vous êtes né sur le territoire ou que vous êtes né d'un parent béninois. Et c'est ceci qui vous permet après de prétendre à la citoyenneté. Donc une personne qui n'a pas de documentation est une personne en risque d'apatridie.
Une personne qui migre, qui quitte son pays pour un autre et qui réside durablement à l'étranger peut également faire face à ce risque d'apatridie. Les populations frontalières sont également des populations qui bougent d'un pays à un autre fréquemment et peuvent se trouver aussi face à ce risque d'apatridie. Les populations résidant sur les territoires ayant fait l'objet de disputes entre deux États et disputes qui ont abouti à une décision de la Cour internationale de justice, et ceci interpelle le Bénin. Les populations résidant sur l'île de l'Été, etc. C'est des populations pour lesquelles les deux États concernés doivent discuter et prendre des mesures pour leur documentation et l'affirmation de leur attachement national, pour que ces personnes puissent également prétendre à leurs droits. Donc voilà le message que je pourrais adresser à l'État, qu'on ait tous l'attention sur ces personnes qui peuvent être à risque d'apatridie et prendre les mesures qu'il faut pour les réinsérer dans la citoyenneté. L'immigration clandestine peut se révéler elle aussi comme étant un facteur de risque d'apatridie. Jonas Djerepo a établi le lien entre ces deux réalités au micro de Carles Kitome. On parle de migration mixte parce qu'il y a différents profils de personnes qui se retrouvent dans ces flux-là, qui prennent les mêmes routes, les mêmes moyens de transport, qui se retrouvent aux mains des mêmes passeurs, des mêmes trafiquants, dans l'optique de gagner d'autres territoires. Le Niger, par exemple, est exposé à ces flux de migrants qui traversent tout le Niger pour rejoindre la Libye et ensuite traverser la Méditerranée pour l'Europe. Dans ces flux de personnes, il peut y avoir donc différentes catégories de personnes en besoin de protection. Par exemple, il peut y avoir des demandeurs d'asile, donc des gens qui légitimement peuvent prétendre à être reconnus comme réfugiés et protégés en tant que tels. Il peut y avoir également des apatrides, des personnes qui, insatisfaites de la situation de personnes sans droit qu'elles vivent dans leur pays d'origine, décident de quitter pour aller voir ailleurs si elles ne peuvent pas avoir plus de droits. Donc, les apatrides sont des personnes enclines à prendre les routes et migrer vers d'autres territoires. Il peut y avoir également des personnes victimes de traite des personnes, donc enrôlées pour être exploitées ailleurs. Il peut s'agir d'exploitation sexuelle, il peut s'agir donc de la prostitution. Toutes ces personnes se retrouvent dans ces flux, c'est pourquoi on parle de flux mixtes, et recourent aux mêmes passeurs pour regagner d'autres territoires. Et ces personnes ont besoin de protection. Il faut les sortir de la situation de personnes sans droit dans laquelle elles se trouvent. Voilà le concept de la migration mixte. Ces personnes, effectivement, sont exposées à l'apatridie parce que sur les routes de migration mixte, en fait, on parle davantage de migration irrégulière. Parce que la migration régulière voudrait quoi? Que l'on ait un passeport, l'on prenne un visa du pays dans lequel on va, qu'on ait un carnet de vaccination à jour et qu'on aille vers ce pays. Mais quand on prend les routes dont nous parlons, c'est parce que soit on est victime de traite, donc on n'a pas la liberté de choisir. On est entre les mains de passeurs qui veulent vous exploiter. Soit on est une personne apatride, donc sans document. Étant sans document, on ne peut pas faire un voyage régulier. On prend les routes irrégulières pour voyager. Ou on est requérant d'asile. On ne peut pas, par exemple, demander à son pays qui veut vous persécuter. On ne peut pas lui demander de vous délivrer des documents pour voyager. Donc, on prend les routes irrégulières. Et quand on prend ces routes irrégulières-là, vous savez, les personnes, les passeurs, les trafiquants, ont intérêt à contrôler ces personnes. Et pour les contrôler, la première chose qu'ils font, c'est leur récupérer leurs documents. Pour que ces personnes ne puissent fuir. Si ces personnes avaient des documents, on leur prend leurs documents pour les contrôler. Et donc, quand on vous retire vos documents, vous êtes une personne à risque d'apatridie. Jusqu'au moment où vous pouvez récupérer à nouveau ces documents. Et en général, ces personnes ne recouvrent pas leurs documents. Quand on les enrôle comme ça pour la migration irrégulière, c'est en fait pour aller les exploiter. Et pour les exploiter, il faut toujours les contrôler. Parce que si elles fuient, c'est une perte. Donc, ces passeurs et ces trafiquants gardent les documents et ne libèrent pas ces personnes-là. Donc, effectivement, vous avez raison. Les personnes qui se retrouvent dans les flux mixtes de migrants sont des personnes à risque d'apatridie. Surtout quand on prend leurs documents et on les détruit ou on confisque leurs documents sans espoir de les leur retourner. L'arrestation du constitutionnaliste Joël Aïvo fait l'objet d'un recours qui sera examiné ce mardi 28 septembre 2021 par les 7 conseillers de la haute institution.
Le recours est orienté contre le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et l'homme Mario Metonou. 3 citoyens béninois ont porté devant la Cour constitutionnelle un recours contre le magistrat Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les requérants dénoncent le silence du procureur face à ce dossier. Dans leur plainte, ils dénoncent d'abord la manière cavalière dont l'université a été interpellée alors qu'il revenait de l'université d'Abomey-Calavi où il dispense des cours. Mieux, ils ne comprennent pas le silence du procureur spécial qui, selon eux, viole tout droit d'information sur le dossier. Un second scandale sexuel vient éclabousser les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. À la suite de la plainte d'une étudiante, le doyen de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi, Runakpon Yedomonan, le vice-doyen François Guedje et le vice-scolarité Rigobert Avou ont été présentés jeudi 23 septembre 2021 au procureur près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Dans une plainte déposée au commissariat d'Abomey-Calavi, une étudiante qui a effectué un stage au décanat de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi UAC accuse le doyen de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi, Runakpon Yedonaman, le vice-doyen François Guedje et le chef scolarité Rigobert Avou de la même faculté d'agression sexuelle et de menaces. Les 3 chefs suspects ont été mis sur convocation. Le dossier a été renvoyé en instruction pour des enquêtes complémentaires de fond. Cette affaire fait suite à une autre dans laquelle un enseignant de la faculté de droit et de sciences politiques FADESP est en détention pour violence conjugale. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, prend les rênes du mouvement du peuple pour le progrès MPP, le parti au pouvoir. Cette ascension au sein du parti s'est faite à l'issue du 2e congrès extraordinaire du parti le dimanche 26 septembre 2021. Il prend ainsi la place de Simon Compaoré. Le nouveau élu promet faire du parti un parti de combat pour la République, un parti de combat pour le progrès. Au Mali, les autorités de la transition annoncent une possibilité de report des élections le dimanche 26 septembre 2021 lors de la concertation sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation. Cette décision est motivée par la volonté de mener à bien les réformes nécessaires pour la bonne marche du pays, a affirmé le ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga. Mais pour Yaya Sangaré, porte-parole de la classe politique ayant boycotté les concertations, c'est une manœuvre des autorités de la transition pour se maintenir au pouvoir. Au Royaume-Uni, c'est la suspension des règles de la concurrence entre les stations. Cette décision a été prise par le ministre des Entreprises et de l'Énergie. Désormais, les distributeurs de carburant peuvent en effet partager entre eux des informations afin de livrer en priorité les zones qui en ont le plus besoin. Cette situation est due à la pénurie d'essence annoncée par l'Association des stations d'essence britannique. En Allemagne, les étudiants ont décidé désormais de manger végétarien. En effet, tous les restaurants universitaires ont arrêté la viande et tout autre produit animal pour des raisons écologiques. Au Mexique, les populations s'organisent pour venir en aide aux migrants haïtiens sur les réseaux sociaux. Les appels sont faits sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, invitant à faire preuve de solidarité. Des aides humanitaires de tout genre sont sollicitées. Rappelons que ceci intervient quelques semaines après le séisme qui a frappé le pays et a créé des dégâts qui ont fait migrer des milliers de Haïtiens vers l'Amérique.
Sport dans cette édition. La Fédération béninoise de handball a changé de main le samedi 25 septembre 2021 à l'issue de son assemblée générale ordinaire et élective tenue à l'INGEPS de Porto Novo. Sidikou Karimou a succédé à Antoine Bonou à la présidence du comité exécutif. Reportage Seton de la Riosa. Adjabeno. Nous déclarons élu au poste de président de la Fédération béninoise de handball, M. Sidikou Karimou. Voici le nouveau patron du handball béninois, Sidikou Karimou. Il prend les rênes du comité exécutif de la fédération grâce à un consensus total. Avec 25 voix obtenues sur 26, il remplace Antoine Bonou à la tête d'un bureau de 13 membres. Merci pour la confiance que vous placez au bureau qui est en face de vous. Nous avons sacrifié à une tradition, celle d'une élection. Mais pour nous, ce n'est pas une élection, c'est un passage de témoin. Nous avons appris aux côtés du président Bonou et il a décidé qu'il est temps qu'il reste à côté pour nous regarder faire. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, comme le président Bonou, peuvent envoyer le handball là où il est actuellement et décider de se retirer. Dans la continuité des actions menées par le comité sortant, le nouvel exécutif va poursuivre le développement de la petite balle ronde au Bénin pendant l'Olympiade 2021-2025. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été aboutis et où la publication devait avoir lieu, l'information devait venir à tous les membres de la famille du handball et de la famille sportive béninoise. Mais il a décidé de tout mettre en veilleuse pour que ce soit nous, bureau entrant, qui viennent vous le dire. Sachez-le, tout de suite, tout ce que nous vous dirons dans les prochains jours, nous avons assisté le président Bonou, mais c'est entièrement à son actif. C'est donc pour tous ces efforts qu'il a eu à faire et qu'il continuera sans doute de faire que nous, membres du bureau en concertation, avons décidé de l'élever au rang de président d'honneur de notre fédération. Après 8 ans de bons et loyaux services à la tête du handball béninois, Antoine Bonou part en laissant la destinée de la discipline à un averti. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour, une fois encore, réitérer mon appel à la mobilisation des synergies au service de notre passion commune. Dans un instant, je passerai le témoin à un nouveau président qui n'est pas un néophyte dans notre famille, quoique plus jeune, mais je reste à la disposition de la famille pour œuvrer ensemble au succès de la nouvelle équipe qui allie jeunesse et expérience. Et par conséquent, au succès de notre handball, j'invite donc tous les membres de la famille à en faire autant en perpétuant cette tradition qui nous caractérise. Loin des soubresauts que l'on observe au niveau de certaines fédérations sportives, le renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball s'est déroulé sans guéguerre, ce qui réjouit Manzourou Aremou et Julien Minavoa. Vous n'apprendrez jamais, en tout cas encore pendant longtemps, que les vagues de conflits inutiles, en tout cas non sportifs, qui secouent d'autres fédérations, trouvent une terre fertile au handball béninois. Ce n'est pas possible. Et pour ça, je voudrais me permettre, au nom du Comité national olympique, de féliciter tous les jeunes membres, tous les jeunes acteurs qui doivent comprendre à partir de cette Assemblée générale que c'est ça la tradition au handball béninois. Sidikou Karimou et ses collègues du nouveau comité vont donc s'appuyer sur cette tradition pour réussir leur mandat. Aimé Sebio, manager général de Flower Handball Club, et Carlos Beheton, délégué de l'UAC Handball Club, ont apprécié le déroulement des travaux de l'Assemblée générale et l'élection du président Karimou à la tête de la fédération.
Au niveau des élections, nous n'avons pas eu de problème, il n'y avait pas eu de tohu-bohu, tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Ça montre combien de fois au handball là, chacun se respecte. Et que vive le handball pour toujours. Au-delà de ma fonction d'entraîneur, ma fonction professionnelle, je suis responsable d'une agence de communication qui est gérée par le nouveau président de la fédération. Donc c'est mon PDG au-delà de tout. Donc je sais de quoi il est capable. Et je sais ce que moi, particulièrement, j'ai à faire à ses côtés pour que les objectifs soient atteints. C'est vrai que ça ne serait pas facile. Aujourd'hui, il faut aller à la quête des sponsors. Quand bien même le ministère mettra à disposition peut-être un sponsor, il faut qu'on cherche aussi d'autres sponsors parce que c'est capital qu'à chaque fois, quand il y a des compétitions sur le plan africain, que les clubs et que les équipes nationales puissent participer à ces compétitions-là. Alors le bureau sortant étant un bureau qui a bien travaillé et laissant place à un nouveau bureau à la tête d'un jeune dynamique qui, autant que nous sommes, nous connaissons sa capacité de leadership. Donc nous pensons qu'il en va de soi qu'on ait ces personnalités, ces genres de personnes à la tête de la fédération béninoise de handball. Les écureuils juniors dames se sont inclinés face aux Lions de l'Atlas du Maroc ce week-end au stade Charles de Gaulle de Porto Novo en match aller du second tour aller des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 20 ans Costa Rica 2022. Suspendu samedi en début de seconde période à cause de la pelouse détrempée alors que les Marocaines menaient 2-0. La rencontre s'est achevée dimanche matin sur le score final de 2-1. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.